Aujourd'hui, on vous parle lors de ce podcast de la transparence et de la sincérité en entretien sur un CV, avec Skill 2i2L. Salut Pierre. Salut Henri. Comment ça va? Et très bien. Ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Il paraît qu'aujourd'hui on va parler vrai, on va parler sincérité, authenticité. Authenticité, exactement. Ok. Alors on parle de transparence dans le processus de recrutement, aussi bien sur un CV, pendant un entretien, enfin dans tout le process. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire aujourd'hui? Pourquoi être vrai dans une candidature, par exemple? En fait, ce qu'on veut aujourd'hui définir avec les personnes qui vont nous écouter, c'est la distinction et ce qu'il y a derrière le mot vrai, en fait, et derrière ce mot authentique. Parce que forcément, dans un entretien, il est hyper important, il est même indispensable d'être sincère, d'être vrai. Pour autant, il ne faut pas tout dire. Et si on fait juste une petite relation avec toutes les relations qu'on peut créer, amicales, amoureuses, on commencerait jamais une relation sur des mauvaises bases, en commençant avec des mensonges ou autres, parce que forcément un jour ça se saura et ça se finira mal, on le sait. Tout se sait. Tout se sait à un moment donné, et encore plus dans le retail, c'est un petit monde, les chemins se croisent, il y a beaucoup de perméabilité en différentes enseignes, et une personne que vous avez connue ici, demain elle se retrouvera là, et forcément tout se sait. Donc c'est important justement d'être sincère, d'être vrai, et puis ça permet en plus d'ouvrir parfois aussi plein d'échanges et plein de choses, donc voilà. Je voulais qu'on en parle aujourd'hui. Et je pense que la vérité, en plus la vérité personnelle, elle te donne encore plus d'opportunités professionnelles puisque tu t'alignes, tu es dans un schéma d'alignement à dire j'ai vraiment envie de faire ça, j'ai vraiment envie d'être comme ça au quotidien, donc je vais m'orienter vers telle ou telle enseigne qui ont des politiques parfois différentes, etc. Sans non plus... je pense que c'est une médiation à opérer entre l'offre et la demande une nouvelle fois. Ok. Il paraît que tu as des conseils en transparence, des conseils en sincérité, mon cher Pierre. Alors, quel est ce premier conseil que tu as envie de donner? Déjà, on se pose toujours la question quand on est candidat ou candidate de se dire comment est-ce que je peux être le plus transparent possible sans non plus scier la branche sur laquelle je me suis assis. Ouais. Donc forcément, ça se prépare. Tout ça, ça se prépare. C'est pas le fait qu'on va transformer la vérité. C'est juste qu'en effet, on va dire les choses telles qu'elles sont, mais il faut parfois expliquer un contexte. Par exemple, sur mon parcours, j'ai quitté une aventure professionnelle qui s'est mal passée. Je l'ai quittée en mauvais termes, ça arrive. Mais il faut expliquer le contexte, il faut pouvoir en effet l'aborder lors d'un entretien et pas être surpris par rapport à une question d'un recruteur qui va vous dire « Tiens, pourquoi vous êtes parti de là ?» Je suis parti en mauvais termes, ok, expliquez-moi pourquoi. Et là, je perds mes moyens, je suis en entretien, je suis stressé, je ne l'ai pas préparé, et là, on peut donner une mauvaise image, en effet, de soi, et ça peut malheureusement, des fois, couper court au process. Je trouve ça puissant, en plus, de dire ça c'est mal passé, parce qu'on a le droit de ne pas être d'accord. Je pense qu'on des fois, on est dans une société où on a oublié qu'on a le droit de ne pas être d'accord, mais c'est important d'énoncer les raisons, de donner du sens, et de ne pas être aligné avec une situation. On a le droit de faire ça, en tout cas. Sûr, et je trouve ça puissant de dire et d'assumer cette idée de dire en fait ça s'est mal passé parce que ça, j'étais pas aligné, etc. On n'est pas tous faits pour bosser ensemble. Ouais. Il faut savoir en effet parler d'un mauvais offboarding. On pourra en reparler dans un prochain podcast, mais un mauvais offboarding, ça s'explique. Et ce qui est intéressant dans ces cas-là, justement pour trouver aussi l'aspect positif, c'est de dire comment ça s'est passé. On sait que les torts sont toujours partagés dans ces cas-là, donc savoir comment est-ce que moi, après ça, j'ai compris la situation, comment est-ce que je me suis remis en question, comment est-ce que j'aurais pu faire différemment. Ça montre en fait votre capacité votre résilience, votre capacité de recul sur une action. Et ça, c'est un côté hyper positif, un message très fort à envoyer aux recruteurs. Intéressant. Sincérité, transparence, mais quand même en gardant quelques filtres. Ouais. Alors, quels sont les filtres que tu as envie de garder? Nous, forcément, on aime les choses sans filtre. On est typiquement dans cette journée, dans ce moment, on est dans une opération de transparence totale, etc. Mais jusqu'où on peut aller? Disons que, en fait, le filtre, il s'arrête à un moment donné. Encore une fois, je vais faire la relation avec la création d'une amitié, peut-être. On a toujours son jardin secret, et même dans des relations de couple, on a un jardin secret. Et je pense que c'est important, c'est des choses qu'on a à soi, qui nous touchent vraiment au plus profond de nous-mêmes. Et quand on est en création de relation, on déballe pas tout sur la table et on dit à la personne en face de soi, accueille tout, accueille toutes mes émotions, prends tout ça et puis débrouille-toi. Parce qu'il y a des choses que la personne en face n'est pas prête à accueillir, encore moins dans un contexte professionnel
et encore moins dans une recherche d'emploi. Donc ça se travaille, ça se fera avec le temps. C'est pour ça qu'on dit qu'au début, il faut quand même conserver certaines choses, il faut savoir garder ce filtre. Il ne faut pas oublier que la personne en face de soi, notamment le recruteur, il a envie de travailler éventuellement avec vous. Donc il faut lui donner envie, mais il ne faut pas non plus tout déballer. Donc c'est ça le filtre. Ce filtre sera peut-être de plus en plus mince si demain vous êtes recruté et au fur et à mesure de la relation que vous aurez avec cette personne-là, ce filtre il s'amenuise, il devient de plus en plus, de plus en plus fin parce qu'on va aborder dans certains contextes certaines choses qui nous touchent, peut-être un burn-out que vous avez fait et que vous n'avez pas osé aborder. Voilà, c'est pas forcément quelque chose qu'on lance comme ça, même si dans un process on peut aussi en parler parce que ça peut faire l'effet d'un trou sur un CV. Je pense que c'est important de pouvoir en parler, encore une fois, d'expliquer le contexte, d'expliquer ce que vous en avez retiré, peut-être comment est-ce que vous avez changé votre façon de vivre ou de travailler autour. Ça, c'est aussi des vrais aspects positifs. Ou un congé maternité qui s'est peut-être mal passé parce que quand vous êtes revenu au travail, votre patron, votre patronne, c'est pas forcément bien comporté, donc vous en avez pas parlé tout de suite, mais c'est quelque chose qui vous a touché. Voilà. Tout ça... quand on dit mettre des filtres, c'est aussi ne pas tout déballer et tout aborder alors que la personne en face de soi ne vous a pas posé la question. C'est aussi ce qu'on dit dans cette notion de filtre. C'est des fois on veut tout donner, tout balancer, en fait 100% naturel. C'est là où on vient faire la distinction du mot vrai. On peut être vrai sans être 100% naturel et tout balancer. Voilà, il faut avoir cette notion de filtre qui est importante, compartimenter aussi, quitte à ce que lors du process, lors des différents entretiens, peut-être qu'avec les différents interlocuteurs, les choses les petits tiroirs vont s'ouvrir, mais petit à petit, voilà, parce que chaque personne va venir chercher des choses différentes en fonction de comment ils sont. Mais voilà, laissez les choses se faire, laissez les choses venir. Surtout qu'en 2022, on peut se permettre d'aborder des choses de façon structurée. Tu parlais par exemple du burn-out. En fait, le burn-out, c'est un sujet de fond qui peut être abordé, qui peut être assumé. Et je pense que avec la prise de conscience de la qualité de vie au travail, l'équilibre, vie pro, vie perso, on peut aussi se permettre de dire, là j'ai pris du temps pour mes enfants, j'ai pris du temps parce que j'étais dans une situation familiale un peu complexe, etc. Et je pense que ça révèle aussi l'humanité de la personne et de sa puissance à être sincère et à partager. La sincérité, la vérité, la transparence, c'est intéressant. Je pense que moi, je crois énormément à ce schéma de dire, en fait, plus tu vas partager des choses qui, pour toi, sont sincères et importantes, plus tu vas attirer à toi un schéma professionnel qui te ressemble. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, sur ce sujet ? Tu as entièrement raison. Le fait d'être transparent, on dit que c'est transparent dans le fait de dire les choses qui se sont passées, mais c'est aussi être transparent et sincère avec soi-même. Ouais, avec soi-même. C'est une autre notion et tu as raison de l'aborder parce que être sincère avec soi-même, c'est être sincère avec ce qu'on veut vivre, avec le projet qu'on veut avoir, et c'est encore plus vrai à la post-Covid, hein. On n'arrête pas d'en parler, mais d'être vrai, qu'est-ce qui va être important, qu'est-ce qui va résonner en nous. Et si on fait le lien avec les parcours de recrutement, souvent on va parler de mobilité par exemple. La mobilité, les personnes peuvent dire au début, mais si, je suis 100% mobile sur cette région, etc. Et forcément, dans un entretien de recrutement, on va pas aller chercher le côté forcément personnel sur est-ce que vous avez des enfants, est-ce que vous êtes séparés ou pas. Évidemment, c'est des questions qu'on ne pose pas du tout, c'est interdit. Mais peut-être que voilà, derrière, cette personne en fait n'est pas du tout mobile, mais elle veut tellement le job qu'elle va dire oui, je suis 100% mobile. Ça peut être aussi sur la rémunération, tu vois. La personne a telle prétention peut-être à 3 000 € brut par mois, on va lui proposer 2005, elle va dire oui parce qu'elle a absolument un job et qu'elle est vraiment en difficulté. Sauf que ça, ne pas être sincère avec soi-même par rapport au projet de vie qu'on a, forcément ça va se retrouver, ça va se rattraper, malheureusement sur les semaines, les mois à venir, sur justement cette notion de mobilité. Ah, vous n'êtes pas mobile, mais attendez, vous nous avez dit que vous étiez mobile. Ou soit, le salaire, tous les jours on fait la route, tous les jours j'ai des trajets, l'essence coûte cher, je me rends compte, en fait, ça me convient pas. Et donc voilà, ça c'est des notions importantes et être sincère avec soi-même, bien écrire son projet de vie, c'est aussi important. Avec la limite quand même on en parlait sur une interview la dernière fois, je peux être mobile par exemple à un instant T, mais Exactement. 1 an après ou 2 ans après je ne le suis plus parce que j'ai un schéma de vie qui évolue. La vie elle évolue tellement quasi tous les jours maintenant en fait à l'instant T j'ai besoin d'une rémunération de, comme tu disais, à peu près 2000 ou 1005 ou 3000, mais ça c'est à l'instant T. Peut-être que derrière, mon partenaire, ma partenaire de vie perd son travail, n'arrive pas à retrouver du travail, je suis en difficulté ou on est en difficulté économique, je dois compenser. Voilà, et donc là, le schéma de la rémunération vient se déséquilibrer. Et donc voilà, donc c'est...
voilà, il y a quand même cette limite du quotidien, de la vie, qui vient un peu se créer ces petites surprises de vie, parfois positives, parfois négatives, qui viennent un petit peu pimenter tout ça. Mais ça, tu vois, c'est au recruteur de faire ce travail-là. Ouais. Clairement, c'est pas au candidat. Là, on le dit comme ça parce que ça donne des billes, mais selon moi, c'est le recruteur ou la recruteuse qui doit faire le job, en fait, d'aller travailler, d'aller creuser, d'aller questionner sans non plus être intrusif et dans l'irrespect, mais de comprendre vraiment le projet de vie de la personne, de la challenger. Moi, ça m'est arrivé à titre personnel, je me rappelle très bien lors d'un process de recrutement où en visio, je vois une première personne du cabinet de recrutement, ça se passe bien, je passe à la deuxième étape et je rencontre le directeur associé du cabinet qui me challenge beaucoup justement sur cette notion de mobilité. Et c'était un moment où j'étais en train de me poser des questions sur est-ce que je suis prêt encore à partir toute la semaine, à découcher toute la semaine. Et en fait, il me questionne, il me dit vous avez 34 ans, ou je sais plus quel âge j'avais à ce moment-là. Comment vous fonctionnez, c'est quoi votre vie? Vous êtes peut-être des enfants. Alors bon, c'était un peu border, mais si tu veux, il a aussi amené les choses. Où je dis oui, j'ai des enfants en bas âge, d'accord, et donc découcher. Et en fait, il m'a aidé. Alors j'étais déjà en réflexion, mais en fait, il a appuyé sur quelque chose. C'était, je trouve moi hyper intelligent, c'était bien fait. Et du coup, ça m'a amené en fait à sortir du process. Je me rappelle 2 jours après, je l'ai appelé, je lui ai dit écoutez, après notre échange, ça m'a aidé et voilà, je sors du process. Donc pour moi, c'est le travail du recruteur de faire ça. Voilà. Ok. Et puis parfois, on s'en rend pas forcément compte. On croit qu'un poste, c'est intéressant, etc., en toute transparence et avec l'envie d'avoir ce travail, mais en fait, ça correspond pas à son schéma de vie. Mais des fois, on s'en rend pas compte. Des fois, on se dit, ça serait super parce que... et puis en fait, on est rattrapé par en fait, des éléments de vie qui sont à prioriser. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire, mon cher Pierre, pour cet énième conseil que tu vas nous donner là, maintenant? Tout de suite. Tu vois, on parlait de rémunération. C'est un sujet qui revient aussi souvent sur la table. C'est la rémunération entre qu'est-ce que je demande, qu'est-ce que je peux avoir, est-ce que je dois donner ma vraie rémunération d'aujourd'hui? Parce qu'on se dit, voilà, le cabinet ou l'entreprise, si je gagne aujourd'hui 2000 € et que le poste pour lequel je postule, il est à 2005, si je gagne aujourd'hui 2000, peut-être qu'il va me proposer 2002 ou 2100. Alors que si je dis je gagne déjà 2004, pour m'avoir, ils vont peut-être faire l'effort à 2005. Donc il y a toujours un vrai challenge et je me mets à la place des deux camps, je comprends le candidat et la candidate. Ça va dépendre vraiment de l'entreprise. Il y en a qui vont aller challenger la REM et chercher le plus bas et c'est pas une bonne idée clairement parce que le candidat ou la candidate va pas être dynamisé. Ouais, c'est court-termiste. Et puis des fois à l'inverse, les candidats, ils sont quand même pas hyper clairs et c'est dommage. Mais pour le coup, c'est difficile d'être à ce moment-là entre les deux camps et je peux comprendre les deux. Moi, le conseil que je donne, c'est clairement de dire la vérité sur ce que vous gagnez parce que certains cabinets le font et parfois certaines entreprises le font aussi, c'est de demander les bulletins de salaire. Donc, il n'y a pas d'obligation de les donner, mais bon, lorsque vous êtes dans un process et que vous voulez aller au bout, voilà, vous allez quand même aller dans le sens de l'entreprise. Les 2 ou 3 derniers bulletins de salaire pour voir vraiment combien vous gagnez, généralement avant de faire une proposition. Après, c'est quelque chose que vous pouvez toujours négocier, mais bon, ne dites pas que vous gagnez 2005 si en fait vous gagnez 2000, parce qu'à un moment donné, ça va se savoir. Et l'entreprise peut mal le prendre en se disant attendez, elle a essayé de nous arnaquer. Voilà, c'est un mensonge, c'est pas clair, donc si elle ment sur ça, peut-être qu'elle ment sur autre chose. Bon. Donc autant dire, en effet, aujourd'hui je gagne 2000, pour autant, par rapport au poste qui m'est proposé, par rapport à ce que ça va impliquer peut-être pour moi en termes de déplacement, en termes de conditions de travail, parce que je vais peut-être devoir découcher, peut-être parce que c'est aussi une évolution. J'ai la volonté, j'ai la volonté de gagner plus, et j'ai donc tel parcours. Voilà. Je prends aussi un risque, ça on l'entend, et à raison des candidats. Je prends un risque parce que je quitte une entreprise quand les gens sont chassés. Je suis en CDI aujourd'hui. Pour autant, votre projet m'intéresse, mais bon, je prends le risque. Je quitte un CDI. Je vais me remettre en période d'essai. Donc forcément, ça doit aussi éventuellement se rémunérer. C'est une prise de risque. Et voilà. Moi, je trouve ça plutôt clair de dire, je gagne ça aujourd'hui. Le projet, c'est ça, à tel salaire. Moi, mes prétentions sont celles-ci. Voilà, par contre, je trouve que c'est intéressant de faire ce travail, de savoir combien je veux gagner, pourquoi. Alors, bien évidemment, oui, j'ai envie d'acheter une énorme maison hors norme qui coûte très cher, et donc j'ai envie d'avoir tant de rémunération. Ça c'est compliqué, c'est très dur, on va pas se le cacher. Mais par contre, je trouve que c'est intéressant aussi de prendre conscience que une rémunération bien travaillée, bien identifiée, en rapport avec mon schéma de vie, je trouve que c'est intelligent. Et puis ça montre aussi un peu cette petite culture du compte d'exploitation. J'ai un budget à assumer à la maison, et forcément on va pas se le cacher dans ces métiers. Alors la plupart du temps sur des métiers de directeur, directrice,
directrices, responsables régionaux, etc., bah forcément, on a cette culture aussi de la gestion financière, mais aussi de pragmatisme et de réalisme sur cet aspect. T'as raison, c'est important de connaître les valeurs et les salaires du marché et pas demander quelque chose qui est complètement décorrélé parce que là on se dit que la personne en fait ne maîtrise pas du tout le marché sur lequel elle va. Et se décrédibilise. Voilà, et ça c'est en effet, ça peut être en effet un peu dommage, donc t'as raison, ça se travaille. Et quand même, il y a ce côté aussi où les marques doivent être claires aussi sur le pack de rémunération, parce que souvent on entend rémunération mensuelle en net ou en brut, mais on sait qu'il n'y a pas que ça, il y a des avantages autour de ça. Je pense notamment à l'actionnariat, même la mutuelle, en passant par des avantages de CE aussi, hein, qui sont très très mal mesurés parce que c'est très opaque en amont d'un process de recrutement, mais bah, parfois ça peut jouer aussi sur cette rémunération, sur cette force. Et donc, il faut savoir aussi où on met les pieds, notamment sur toutes ces primes qui existent, et notamment dans le retail, où je pense que c'est pas un milieu qui est à plaindre, puisqu'il y a la puissance des grands groupes, la puissance des grandes enseignes nationales et internationales, et qui sont hyper intéressantes en termes d'évolution de carrière, de salaire, et donc voilà. Mais tout ça, moi je trouve que la transparence, une nouvelle fois, ça donne cette puissance, et on s'aligne. Qu'est-ce qu'on peut se dire en conclusion sur ce podcast sur la transparence, qui est quand même un sujet un peu moins terre à terre, un peu plus à la fois philosophique et plus poétique. Ouais, et puis c'est un sujet un peu touchy parce que je pense notamment à la gestion de la maternité pour les femmes. On se pose souvent la question, voilà, je suis enceinte, ça se voit pas encore, je suis dans un processus de recrutement, est-ce que je dois le dire, est-ce que je dois pas le dire? Je dois le dire parce que je suis transparente, mais en face de moi, quelle personne j'ai et comment ça va être pris? Voilà, on en discutait il y a pas très longtemps avec une RH d'un grand groupe. Elle comprend aussi les deux mesures parce qu'elle se dit tiens, la personne, on l'apprend finalement dans la période d'essai qu'elle est enceinte, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Parce que concrètement, cette personne-là, si elle l'avait dit, elle sait pas en face d'elle qui est-ce qu'il y a, comment est-ce que ça va être pris. Voilà, donc c'est des choses qui sont délicates, c'est un sujet un peu chaud, mais je pense qu'en effet c'est important d'en parler. Pour conclure, juste une petite stat comme ça, aujourd'hui plus d'1 CV sur 2 en France, selon une dernière analyse qui a été faite, en fait, 1 CV sur 2 est trafiqué ou comporte des erreurs. Des erreurs exprès, hein. Ça a été fait exprès. Des erreurs maîtrisées. Maîtrisées, voilà, que ça puisse être sur le parcours, sur une expérience, sur un salaire, sur un résultat, parce qu'on peut mettre aussi des fois ces résultats dans les CV, par rapport à un rayon qu'on a pu animer ou un magasin. Donc c'est pas rien. Donc c'est un vrai sujet d'actu. 50%. 50%. C'est énorme. Et sur des étudiants qui ont été interrogés, je crois que plus de 6 sur 10 disaient qu'ils seraient prêts, ils ne le font pas, mais ils seraient prêts, en effet, demain, à éventuellement modifier quelque chose sur une scolarité, sur un diplôme, sur quelque chose. Donc, pour obtenir le job. Voilà, donc moi si j'ai, pour conclure, authenticité, sincérité, soyez vrai, mais travaillez-le en effet, travaillez le contexte, expliquez les choses, travaillez bien vos filtres aussi, mais en tout cas pour moi la transparence elle est hyper importante parce que tout se sait et à un moment donné quand ça se sait, si vous avez menti ça se passera forcément mal. On va pas aller sur le terrain de la légalité, mais quand on ment sur un CV est un papier officiel. On va pas faire peur aux gens, mais il peut y avoir en effet. En tout cas, le plus sûr, c'est qu'il y aura sûrement licenciement pour faute grave, donc ça c'est quand même dommage. Et puis ça peut même aller plus loin si vraiment le mensonge non seulement est avéré, mais qu'en plus il peut mettre en conséquence la sécurité des gens. Je prends un exemple, je suis chimiste alors que j'y connais rien, je vais dire j'ai tel diplôme, je travaille sur des produits dangereux. Imaginez les conséquences. Voilà, donc là, on va évidemment très très loin, mais tout mensonge, en effet, peut entraîner sanction. Et puis, je pense que l'authenticité t'amène à cet alignement, à dire j'ai envie de mener ça, et à moi de mettre sur ma route ce que les entreprises avec lesquelles j'ai envie de travailler. Tu parlais de congé maternité, effectivement. Moi, je fais plus partie de l'équipe qui dirait je l'assume, je le dis, et mon employeur sera en mesure de me donner une réponse de fond. S'il le prend mal, etc., c'est que c'est peut-être pas le bon employeur, tout simplement. C'est pas fait pour vous. Et donc voilà. Super intéressant ce podcast parce qu'on est sur des sujets beaucoup plus humains, beaucoup plus globaux, qui se transposent non pas qu'au retail cette fois-ci. On est sorti un petit peu du cadre retail. Et donc voilà, on espère que ça peut vous donner des billes. On n'a pas donné beaucoup plus de conseils, on pourrait en donner encore plus, notamment sur les candidatures, et on rejoint un peu sur des CV vidéo, sur la manière d'exprimer sa candidature. Tout se joue aussi au total des moyens que vous avez. Et donc on vous invite à regarder les autres podcasts pour compléter un petit peu
c'est celui-ci. Yes. Retrouvez plus de détails sur tout ça dans le prochain article qui va arriver. Et puis, si besoin, vous, candidate, besoin d'accompagnement pour travailler justement ça, Skill est là pour vous, on peut vous accompagner. Bien évidemment, le cabinet de recrutement, il sert aussi à ça, à Il coacher sert aussi à ça. les candidates et les candidats pour obtenir l'offre d'emploi parfaite. Exactement. Voilà, à vous l'antenne. Merci Pierre. Merci, à très bientôt. Merci, au revoir. Ciao.